l'alimentation d'un data warehouse. Je suis Joël Guéna, CDO et data engineer. Bon, dans ce cours, nous allons globalement voir dans un premier temps les différentes étapes du cycle de vie d'un projet décisionnel et on va s'attarder sur la couche d'intégration qui est la couche relative effectivement à l'intégration de données à l'alimentation d'un data warehouse. Donc, si on prend le cycle de vie d'un projet dans sa vision globale, nous avons ici la planification du projet programmée par les départements métiers qui programment des projets décisionnels et par la suite vont émettre un besoin décisionnel, un besoin business qui doit être résolu à travers une application décisionnelle. Puis on a une étape de mise en place de l'architecture pour développer cette application décisionnelle. Il faut une architecture technique, c'est-à-dire les serveurs, le choix des technologies serveurs, le choix des environnements d'alimentation. Est-ce que on sera plutôt sur le cloud ou on-premise? Si on est on-premise, quelle sera la technologie utilisée comme ETL? Quelle sera la technologie utilisée comme data warehouse, comme base de données ou LTP? Donc, une fois cette étape terminée, on a une seconde étape qui est l'étape de modélisation de l'entrepôt donné, c'est-à-dire la modélisation de l'ensemble des tables, des dimensions des tables de fait et l'interrelation entre ces tables pour accueillir les données décisionnelles de l'entreprise. Puis on a la conception physique. La conception physique, c'est la conception des tables, c'est-à-dire les scripts SQL qui permettent de créer physiquement les tables SQL, les tables de dimension et les tables de fait avec les clés qu'il faut. Et par la suite, on a la conception et le développement des jobs ETL qui vont aller récupérer les données dans les bases de données opérationnelles métiers et alimenter le data warehouse. Donc, c'est cette étape-là qui nous intéresse. Ici, on rappelle effectivement cette étape-là. On rappelle, comme on l'avait vu, on a ici des applications opérationnelles qui sont constituées des interfaces IHM, interfaces hors machine, où nous avons des utilisateurs qui travaillent au quotidien pour enrichir les données, ça peut être des CRM, des PLM, etc., des ERP. Et derrière toutes ces applications métiers, on a des bases de données. On va quitter de cet environnement opérationnel métier et passer dans un environnement décisionnel pour développer des applications décisionnelles. Les applications décisionnelles s'appuient sur une base de données centrale qui s'appelle Data Warehouse lorsqu'on est sur des technologies OLTP et Data Lake lorsqu'on est sur des technologies Big Data, plus précisément des technologies Hadoop. Et tout ça qui va s'appuyer sur des infrastructures, ou s'appuie sur des infrastructures matériels, hardware, qui sont des serveurs, des ordinateurs, effectivement, sur lesquels tout cela est installé. Nous avons vu, avant l'alimentation du data warehouse, qu'on a une phase de conception de l'entrepôt de données, qui est un travail, une phase de rédaction des spécifications fonctionnelles, qui est une phase réalisée par le consultant MOA qui va discuter avec les métiers au quotidien pour modéliser, pour concevoir cet entrepôt de données, accompagné des développeurs d'intégration qui vont discuter tout au quotidien et pour obtenir les modèles de données qui seront dans notre data warehouse. Quand je parle de modèles de données, je parle du data warehouse, des modèles en étoile ou en flocon qu'on va retrouver dans notre data warehouse. Alors, quel est le processus de conception? Comme on l'a vu, une fois qu'on arrive au sein de l'entreprise, on identifie effectivement le domaine fonctionnel dans lequel on se trouve. Est-ce que nous sommes dans quel département de l'entreprise? Le besoin vient de quel département? Si ça vient par exemple du département vente, au sein du département vente d'une entreprise, on a des salariés qui font chacun un processus métier, qui ont un métier dans ce département. C'est ce qu'on appelle des processus métiers au sein d'une entreprise. Bien évidemment, on verra des personnes qui ont des processus qui travaillent au niveau
personnes qui travaillent sur la facturation, des personnes qui travaillent sur le devis, ou une personne qui travaille sur tous les trois. Pour chaque processus métier, on a une activité. Dans la facturation, dans la business unit facturation d'une entreprise, on a des collaborateurs qui ont chacun une activité, ou on a des groupes de collaborateurs qui ont une activité. L'objectif du décisionnaire, effectivement, c'est de mesurer la performance de chaque activité, pour savoir est-ce que cette activité, elle est performante. Donc, une fois qu'on a fait le découpage du processus métier, du domaine fonctionnel en processus métier, et on a identifié les activités au sein d'un processus métier, on peut amener effectivement maintenant faire un second atelier pour identifier les KPI, les Key Performance Indicators, qui permettent effectivement de mesurer les performances. Quelles sont les règles de gestion qui permettent, quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer les performances de cette activité. C'est au travers de deux éléments essentiels, la matrice des bus, qui nous permet de faire ce découpage, le dictionnaire des indicateurs qui va nous permettre de créer ces indicateurs. Ce sont ces deux éléments importants que réalise le consultant MOA pour obtenir un document qu'on appelle des spécifications fonctionnelles détaillées. C'est sur la base de ces spécifications fonctionnelles détaillées que les développeurs d'intégration vont développer des jobs qui vont alimenter le data warehouse. Alors, quelle est l'approche de façon plus factuelle pour spécifier ce besoin? Très souvent, on a un fichier Excel dans lequel on a ici le domaine fonctionnel de l'entreprise qu'on a identifié. Ici, c'était le domaine fonctionnel commercial. Et là, on a identifié un processus métier au sein de ce département commercial, le processus métier. Au niveau de la business unit vente, des personnes qui s'occupent de la vente, on a plusieurs activités. On a une activité de facturation, des personnes qui facturent, et on a une activité de budgétisation, des personnes qui vont estimer les ventes, qui font du contrôle de gestion, qui estiment effectivement ce qu'on réalisera en fonction des ressources. Pour ces deux activités, on va identifier chaque activité, effectivement, est mesurée par des indicateurs. Donc, on aura, effectivement, dans le modèle de données, une table de fait facturation, où on aura des indicateurs de performance qui nous permettent de mesurer l'activité facturation, une table de fait budget, où on aura des indicateurs de performance qui nous permettent de mesurer l'activité de budgétisation. Vu que ces deux activités appartiennent au même processus métier, très souvent, ce qu'on va constater, c'est que ils vont partager les mêmes dimensions, les mêmes axes d'analyse. C'est bien pour ça que, vous voyez effectivement, ici dans un modèle, on a l'analyse des ventes, elle est constituée par deux tables de fait. La table de fait facturation et budget. Et on va pas mettre ici les dimensions parce que de toute façon, lorsque très souvent vous appartenez au même processus métier, vous partagez les mêmes dimensions. Et sur la base, effectivement, de ces tables de fait, on pourra réaliser un certain nombre de rapports et puis ici on a la priorité, parce qu'effectivement, il y a des rapports plus prioritaires au sein d'une entreprise. À l'issue de cette première phase, qui est une phase de recueil de besoins, d'identification, effectivement, du besoin, ce qu'on appelle la matrice des exigences, on va rédiger un document qu'on appelle la matrice des bus. La matrice des bus, c'est ce découpage maintenant où on va découper, effectivement, on va identifier pour chaque table de fait les dimensions, les axes d'analyse possibles. Ici, on voit que la facturation peut être analysée par la dimension, un indicateur qui se trouve dans la table facturation peut être analysé au travers de la dimension vendeur, au travers de la dimension produit, dimension géographique, dimension client. C'est la même chose pour un indicateur de budget qui peut être analysé suivant tous ces axes. On peut avoir de façon exceptionnelle, si on est dans le même processus métier, deux tables de faits qui ont effectivement, qui ne sont pas analysables, ou une table de faits qui n'est pas analysable, par exemple la table budgétisée n'est pas analysable sur effectivement la dimension vendeur ou la dimension client. Donc, on peut avoir ces cas-là.
La matrice des bus, eh bien, ça nous montre le découpage, ça permet aux analystes de voir effectivement s'ils peuvent analyser des données qui se trouvent dans une table de fer à travers un certain nombre de dimensions. Mais ça ne nous donne pas des informations sur les indicateurs, les mesures qui se trouvent dans la table de fer et les attributs qu'on trouvera aussi dans les tables de dimension. Donc, il faut bien évidemment aller plus loin. Pour aller plus loin, effectivement, on a une autre table qui n'est pas celle-ci, j'en ai mis deux, moi. J'en profite pour faire, je vais en profiter pour faire une correction. Ici, on a une slide qui s'est introduite en copie, donc je vais reprendre ici. Donc, on va aller maintenant le modèle de données facturation. Donc, le modèle de données, en fait, c'est quoi? On va dire, pour la table de fait facturation et ses dimensions, on obtient un modèle de données, modèle de données en étoile ou en flocon. Donc, il faut aller apporter les informations sur ce modèle. Comment il est constitué, ce modèle de données? Ce modèle de données, comment il est constitué? Il faut apporter les informations plus en détail. Ici, on a dans la table de facturation, on aura la consommation d'essence, la quantité de commandes, les précommandes, le kilométrage, le nombre de visites. Donc, ici, on a affaire à des données, effectivement, ici, on a affaire, je corrigerai ça, on a affaire à des données quantitatives. Puis ici, on a les dimensions, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans la dimension vendeur, le nom, le prénom, l'adresse. Donc, on pourra analyser la quantité de commandes par vendeur, par produit, par pays, etc. Donc, il faut indiquer les attributs qu'on trouve là. C'est ça qu'on appelle les attributs de dimension. Ici, on arrive à voir plus de détails. Et c'est ça qui intéresse les développeurs d'ETL parce que ils iront chercher ces informations dans les bases de données opérationnelles. Maintenant que nous savons comment est constitué notre modèle, il va falloir alimenter le data warehouse. L'alimentation du modèle dans le data warehouse requiert des prérequis. Et les prérequis, c'est l'SQL. Donc, il est important pour vous que vous ayez une bonne connaissance de l'SQL. Car les outils d'alimentation, en fait, génèrent de l'SQL derrière. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître l'SQL. Avant de parler d'alimentation, il est important de rappeler, autant pour moi, les processus d'alimentation d'un data warehouse. Les processus d'alimentation d'un data warehouse, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans des livres où on parle d'une base de données opérationnelle, on se retrouve dans un data warehouse directement. Non, il y a une étape préliminaire. C'est-à-dire, dans la première phase d'alimentation, on extrait la donnée sans la transformer, on extrait telle qu'elle est, et on la stocke dans une base de données temporaire de transit qu'on appelle une base de données staging. Dans d'autres entreprises, on parle d'ODS ou on parle d'InfoStream. L'objectif de faire d'abord cette première opération sans faire de transformation, c'est que les bases de données opérationnelles sont utilisées au quotidien par des personnes. Donc, lorsque j'extrais les données et en même temps je les transforme avant de charger, le temps d'extraction est plus important. Ça veut dire que pendant un certain temps, je serai à la fois en train de solliciter les moteurs de base de données opérationnelles. Ça, ce n'est pas bon, car il faut très vite, lorsqu'on fait de l'ETL, libérer les bases de données opérationnelles parce que c'est sensible. Parce que si elles arrêtent de fonctionner, vous imaginez, on est une banque et on ne sait plus retirer l'argent dans la banque parce que l'application qui gère, le métier qui gère les distributeurs de billets est en panne parce qu'elle est trop sollicitée. Donc, il faut la libérer rapidement. Donc, ce qu'on fait, on fait une opération d'extraction là, sans faire de la transformation, dans une base de données de staging. On aura des données brutes. Une fois qu'on a fait cette opération, on va alimenter maintenant le data warehouse en faisant maintenant un ensemble de transformations, en explosant certaines tables, en allant chercher le nom dans la table A, le prénom dans la table B pour alimenter la table client la dimension client où on a le nom et le prénom. Et c'est comme ça qu'on va alimenter notre data warehouse en deux temps. Et on obtient souvent dans le data warehouse un modèle en étoile ou un modèle en flocon. Ici, vous voyez, j'ai une table de fait, j'ai des dimensions. Donc, je peux analyser le montant total de mes ventes par client, par produit, par ville à un instant T. L'axe-temps, c'est le laps le plus important. Elle doit toujours exister car une analyse, elle est temporelle.
La vérité que j'ai aujourd'hui de mon analyse, ce n'est pas la vérité de demain. Donc, on analyse d'abord par rapport au temps. Donc, cet axe temps, bien évidemment, vous pouvez la générer, il y a des outils qui permettent de générer cet axe temps, ou vous pouvez la construire au fil de l'eau. Moi, en particulier, je ne prends pas le temps de faire des requêtes complexes pour construire. Il y a déjà des tables de temps qui sont indiquées. Il y a des outils où vous mettez une plage de date, c'est-à-dire de 96, l'année de création de l'entreprise, jusqu'à 2050, et puis ça vous génère l'axe temps, et puis à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est ce qu'on fait. Ici, on a un modèle en flocon. Pourquoi un modèle en flocon? Parce que lorsque vous avez une table de dimensions qui est liée à une table de dimensions, on obtient un modèle en flocon. Parce qu'en réalité, les tables de dimensions sont des tables qui sont liées directement à la table de fait. Alors, parlons maintenant de l'alimentation. Il existe plusieurs approches, et chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. La première approche, c'est, par exemple, une entreprise qui a une base de données opérationnelle d'une application opérationnelle X, des fichiers Excel et des fichiers texte. Et elle veut créer un data warehouse. Elle peut imaginer créer premièrement une base SRC, qui est en réalité une base de staging, où elle extrait les données brutes et elle les stocke à l'intérieur. Et par la suite, crée une autre base de données où elle transforme les données qui sont ici et les charge, ou elle fait de la transformation pour charger à l'intérieur. Et une troisième opération qui va alimenter le data warehouse. Cette opération, vous constatez ici, on a non seulement les données ici, là et là, donc on a une réplication 3 fois de données. C'est très coûteux et il y a des risques de gouvernance de données parce que les données sont regroupées dans 3 environnements. Donc c'est un inconvénient, ça a pas mal d'inconvénients. Une autre approche, qui est celle que je conseille, c'est d'alimenter d'abord la base de données staging avec des données brutes et par la suite, au-dessus de cette base de données de staging, pour faire des transformations dans des vues matérialisées au sein de la base de données. Parce qu'une vue, en fait, ne stocke pas la donnée, mais elle représente la donnée avec des transformations lorsqu'on vient l'interroger. Par exemple, j'ai une table A qui a le nom, une table B qui a le prénom, je veux une table C qui a le nom et le prénom. Je veux créer une vue où je mets une requête qui part chercher dans la table A le nom et le prénom, et dans la table B le prénom, et dans la vue. Quand je vais interroger cette vue, elle va me rapporter le nom et le prénom. Mais la vue, elle ne stocke pas la donnée. Une fois que j'ai créé mes transformations dans la vue, la troisième opération, je la fais pour alimenter mon data warehouse. Avec un ETL comme Talend, effectivement, je fais la troisième opération, et cette troisième opération, elle va interroger la vue et non les tables brutes qui sont là, dont les transformations sont faites. Donc la troisième opération, elle a pour objectif en fait de créer effectivement des clés techniques, voilà, des clés techniques. Parce qu'effectivement, ce passage, on a besoin, ce passage, ici, on a des clés métiers, par exemple, le code client, c'est une clé métier, mais par la suite, il nous faut nous créer des clés techniques parce que les clés métiers ne sont pas sûres. Donc, on a besoin de créer des clés techniques. Et c'est cette opération qui nous permet de créer des clés techniques. Maintenant, nous avons le workflow d'alimentation, voilà, que certains d'entre vous connaissent. Je déterminais les données au départ, on détermine les données nécessaires pour la solution BI qu'on veut construire, pour le modèle de données qu'on veut construire. On détermine les sources internes et externes renfermant ces données. Donc, il faut d'abord identifier ce qu'on veut, quelles sont les données que j'ai besoin pour faire ce rapport, pour arriver à ce modèle de données. Je détermine les sources internes et externes, d'où ça provient. Je détermine les règles d'extraction. Je détermine les transformations et les nettoyages nécessaires pour ces données-là. Je planifie l'agrégation des données, comment je vais agréger ces données. Je prépare les bases de données de staging pour alimenter cela. Je définis une procédure de chargement de mes bases de données et puis je développe mes jobs ETL qui vont alimenter à la fois les bases de données de staging, mais aussi des jobs qui vont alimenter par la suite les tables de dimension et les tables de fait. Alors, l'intégration décisionnelle, c'est quoi? L'extraction de données de tout type. Excel, fiche place, CSV, base de données. La transformation de données, c'est quoi? C'est la création de données, le changement de type. On a une donnée de type
int, on veut en mettre en flow, on a une donnée de type char, on veut mettre à n var char. En Unicode, on fait des jointures lors des transformations. Le chargement de données, aussi bêtement, c'est on charge des données dans une base. Donc, on prend des données sources, on extrait, on transforme et on load dans dans un data warehouse. Les extractions de données, c'est quoi? Ça consiste à faire quoi? Identifier les sources de données, les structures, décider de chaque source si l'extraction est faite à la main ou à l'aide d'un outil. Voilà, on peut faire des extractions à partir des procédures stockées. C'est pas parce qu'il faut, comme je vous ai dit tantôt, les outils permettent simplement de générer du script. Donc, si vous savez manipuler, faire du script, vous pouvez le faire directement, c'est beaucoup plus performant que de passer par un outil. Choisir pour chaque source les fenêtres temporelles durant laquelle sera faite l'extraction. Voilà. Je fais l'extraction à quelle période. Voilà. C'est important de savoir à quelle période on fait l'extraction. Si vous avez des données dans les applications opérationnelles qui arrivent à minuit et que vous faites plutôt, vous décidez de faire des extractions à 20 heures, malheureusement, vous n'allez pas le matin retrouver vos données parce que les données sont arrivées quand votre extraction était déjà passée. Donc, il faut savoir à quelle période déterminer les séquences d'extraction, énumérer les items cibles, c'est quoi les attributs de l'entrepôt de données, et trouver des correspondances, trouver effectivement des correspondances. Bien évidemment, cet élément est très important. Si plusieurs sources, cet élément est très important. Si plusieurs sources sont trouvées, choisis la plus pertinente. Effectivement, lorsque vous cherchez le nom d'un client, vous pouvez avoir le nom d'un client dans plusieurs applications opérationnelles. Vous devez identifier quelle est l'application la plus pertinente, et c'est là où vous allez récupérer cette information. Puis, il y a d'autres questions qu'il faut se poser lorsque on part faire de l'extraction. Après, les types de transformations qu'on peut trouver au sein d'un job ETL, on a le décodage des champs. Imaginez-vous, on a une application A qui a le champ, des champs écrits où on a des données hommes-femmes écrits à l'intérieur de sexe. Et puis, dans une autre base, on a, dans une autre application qui nous parvient, source, on a M et F. Donc, il va falloir, ou 1 et 2. Donc, il va falloir poser la question métier. Lorsque c'est 1, c'est quoi? Il va vous dire, c'est homme. Lorsque M, c'est quoi? C'est homme. Lorsque 2, c'est quoi? C'est femme. Alors, vous allez essayer de faire que, lors de la consolidation des données, effectivement, transformer les sources où on aura M en homme et femme. Voilà, pour qu'on ait les mêmes informations au sein de l'entrepôt de données. Traduire des champs cryptiques, ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez des tables où on a des colonnes, où on a des abréviations AC, IN, exclu. Vous devez demander au métier qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être AC, ça veut dire actif, IN, ça veut dire inactif, exclu, ça veut dire suspendu. Vous devez faire un découpage de champs complexes. Par exemple, vous pouvez avoir dans une base de données une colonne où on a nom de famille, où c'est le nom et le prénom qui sont collés. Donc, et dans le data warehouse, vous voulez un nom et un prénom séparés, donc il va falloir les découpages. Il faut faire un découpage. Il faut formater les données, c'est-à-dire mettre les champs les plus intéressants. Il faut savoir, parfois, vous avez, si vous prenez une chaîne de caractères, n varchar 20, et que, au final, les noms qu'on a sont des noms kilométriques et qu'on a un dépassement, donc on aura des noms qui seront chunqués. Donc il faut savoir mettre le bon formatage et le bon nombre d'octets nécessaires. On peut trier les données, on peut dédoublonner les données et éviter enlever les doublons. On peut filtrer, par exemple, on veut intégrer dans le data warehouse des données uniquement d'un pays et non des autres pays. Il faut être capable de filtrer. Il faut être capable de concaténer des colonnes si on n'a pas de clés métiers. Sans les clés métiers, on ne peut pas intégrer les données d'un data warehouse. Alors, on va concaténer, par exemple, le nom, le prénom et l'adresse pour créer une clé métier. C'est la concaténation. On va faire des jointures. On va enrichir avec les données externes. On va faire des pré-calculs et agrégations. Si, très souvent, ça arrive lorsqu'on veut faire un data mart, on va pré-calculer. Alors, la création, voilà, les étapes dans un ETL sont les suivantes. La création d'un projet, je crée un projet, je crée une connexion à la base de données source que j'ai identifiée, je crée un premier package, je modifie ce package, c'est-à-dire je crée des tâches dans ce package, des tâches de transformation,
je crée la connexion maintenant au data warehouse, qui est notre cible. C'est-à-dire, je prends les données de la source et je dois mettre ces données dans un data warehouse. Donc, c'est ça la cible. Et puis, une fois que j'ai fini de concevoir mon job, je veux lancer le job à partir d'un agent. Par exemple, chez Microsoft, c'est l'agent SQL Agent qui permet d'automatiser cela. Ça peut aussi être un script. Je peux prendre mon job, mon paquet, je le mets sur un serveur Linux, je le lance avec un shell, ou je le mets sur un serveur Windows et je le lance avec un bash. Du coup, ça va automatiser, je le schedule pour que à X heure, il démarre automatiquement et va chercher les données, il charge dans l'entrepôt de données. Nous avons plusieurs ETL sur le marché, comme Talend, SQL Server, Informatica, IBM. Alors, chez SQL Server, chez SQL Server Integration Services, qui est l'ETL Microsoft, SSIS, comment se passe l'intégration chez Microsoft? L'intégration chez Microsoft, en fait, son fonctionnement, c'est que je crée un package qui contient les flux de contrôle. Le flux de contrôle, en fait, je crée un package qui va contenir un flux de contrôle. Dans ce flux de contrôle, lui, effectivement, lui va contenir des tâches. Et les tâches, dans les tâches, on aura effectivement des composants sources, transformation et de destination. Donc, je crée un package. Dans ce package, je vais créer un flux de contrôle dans lequel je veux intégrer un certain nombre de tâches que ce flux de contrôle va contrôler. Je dis, toi, tu me contrôles un certain nombre de tâches. Et dans ces tâches-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve des composants sources, transformation et destination. Donc, globalement, c'est comme ça que fonctionne un ETL SSIS. Exemple, ici, vous avez un projet, lorsque je m'en vais créer dans SSDT, Visual Studio, un outil qui nous permet de créer nos jobs chez Microsoft. Je choisis Business Intelligence, je m'en vais choisir Intégration Services, et je crée effectivement ici le projet. Une fois que le projet il est créé, à droite ici on a l'explorateur du projet, ici on a le package du projet. Il faut savoir, c'est important de connaître l'extension d'un package de projet chez un ETL. Chez Microsoft, le package, l'extension c'est DT Data SX. Voilà, l'extension du package. Vous pouvez avoir ça en entretien. Et au milieu, effectivement, c'est l'environnement de développement. Ici, on a le contrôle flux, ce sont les flux de contrôle. On a créé ici un flux de contrôle qui va se charger de faire l'importation d'un fichier. Ici, on a tous les composants de flux de contrôle. On a l'environnement de travail. Ici, on a les connexions vers les sources de données sources, vers les bases de données sources et destinations. Ici, on a les propriétés des éléments que on met sur le package. Et à côté de ça, on a ici à droite, on a des flux, des flux de données. Ici, les flux de données, vous voyez, on a des composants sources. On peut aller chercher les données dans un fichier Excel. Et effectivement, on a des flux de destination. On peut mettre les données dans une base de données OLTP en connexion en mettant une connexion OLTD, voilà, et la configurant, et puis on pourra aller déposer les données dans cette base de données en faisant nos configurations. Exemple d'un flux de données ici, d'un data flow, c'est ici, on a pris un composant source, on l'a paramétré pour qu'il se connecte à une source de données. Ici au milieu, on a fait une transformation de données, ici, on a fait un typage de données, et à partir de là, on a pris un composant destination, on l'a paramétré pour qu'il se connecte à la table de destination, et par la suite, on a fait le mapping. Effectivement, ici, on fait un mapping dans le composant de destination, on lui dit, va récupérer les données qui sortent d'ici, map-les avec les tables de destination qu'on avait créées, et puis on finit, on exécute, les informations vont passer de la source, être transformées et être chargées dans la table de destination. C'est le même principe chez Talend. Chez Talend, on a aussi l'environnement de travail, de développement, ou si on va designer notre job ETL. Ici, on a tout le référentiel, les connexions aux sources de données, etc. Ici, on a une vue qui nous permet de suivre nos exécutions de package. Lorsque quelque chose se passe mal, on le voit ici. Ici, on a la
palette ici de composants. Et il faut savoir, ces composants, on peut les importer. Si vous n'avez pas de composants, vous pouvez les importer. Vous pouvez aussi les acheter. Donc, chez Talend, on a quelques types de transformations très utilisées. Des transformations de tri. On a des composants Sauron, qui sont des composants de tri, qui peuvent être modifiés effectivement à travers d'un langage tel ou Java. Donc chaque composant, on peut faire du Java, on peut aller modifier les composants parce que Talend c'est fait en Java. En Java, on a des composants d'image. Vous voyez, on dit immigrant. Très souvent, le nom indique effectivement l'action que fait le composant. On a des composants de filtre. Bien évidemment, c'est des filtres, Talend filter. Donc très souvent, et le composant thema qui va nous permettre par la suite de faire le mapping, et c'est un composant très primordial dans lequel Talend, qui fait pas mal d'opérations, notamment de tout ce qui est lié à la transformation de la donnée, la concaténation, les jointures, l'enregistrement, etc., etc. Alors, je préfère m'arrêter là-dessus pour vous faire une deuxième vidéo sur un élément, sur un composant primordial très utile lorsqu'on alimente un data warehouse. C'est un composant qui s'appelle le lookup. Donc, je préfère le faire hors de cette vidéo. Ça va permettre effectivement d'être suffisamment concentré dans la compréhension de ce composant. Donc, merci et retrouvez-moi dans la seconde vidéo pour comprendre le fonctionnement du lookup lorsqu'on utilise un ETL. Merci.